Salut à tous, défi numéro 2, c'est avec Bahrain McLaren, le Bahrain McLaren de Ivan Garcia Cortina. Ce coureur espagnol qui est assez alléchant, en fait, assez prometteur, qu'on observe tous ici ou là, qui a déjà eu quelques résultats, on va le regarder juste après. On est sur la World DB20, c'est la séquence des défis sur Pro Cycling Manager 2020, je me place toujours en mode extrême. On a un bon terrain avec ce coureur qui a déjà une note en plaine, une note en vallon, une note en pavé notamment, mais aussi en descente, en endurance et en résistance, supérieure à 74. Et une note en sprint, en accélération, pas pourri. Ce qui en fait, vous avez vu, il a déjà des petites références, le garçon. C'est pas n'importe qui, Ivan Garcia Cortina. Il est encore jeune, il a 24 ans, mais il a déjà quelques petites performances qui donnent à penser que le garçon peut être sur un développement de Flandrien ou bien de puncher, voire même. Et là, c'est le modèle hybride que j'affectionne tout particulièrement. Puncher Flandrien. Ou Flandrien Puncher, on le met dans l'ordre qu'on veut. Ça dépend un petit peu de l'évolution. Donc je vais lui faire... je vous le montrerai pas, mais je lui ai administré un entraînement classique du Nord. Et surtout, le gros chantier au départ, c'est de répartir un petit peu tout le monde, de sorte que plusieurs choses puissent être proposées par la suite. Je vais vous en parler. Il y aura à la fin un petit vote. Vous pourrez me donner vos avis, vos opinions sur pas mal de choses, et notamment quoi. Et notamment le fait que ouvrir un défi avec Ivan Garcia Cortina, bon, c'est clair, hein. Ce que je veux, c'est Paris-Roubaix. D'accord ? Je veux Paris-Roubaix. Alors, pas nécessairement l'année en cours, parce qu'il faut pas être non plus débile. Hein. J'ai vu parfois, toute petite parenthèse, on m'a proposé des défis la dernière fois dans la vidéo avec Alaphilippe sur Tour des Flandres, qui étaient à la limite de la débilité. Alors, si on pouvait juste rester un tout petit peu sérieux et pas proposer des choses abracadabrantes, ce serait sympa, ne serait-ce que, vous savez quoi, par respect pour mon travail, parce que c'est beaucoup de boulot de monter tout ça. Je le fais vraiment par passion et par plaisir également de partager. Hein, on n'est pas dans le gain financier absolu, je pense que vous l'avez à peu près saisi. Oui, c'est même le moins qu'on puisse dire. Donc, par pitié, un petit peu de respect. Ne pas me parler de je ne sais qui à Paris, Nicolas Aidé à Paris-Roubaix, etc. Enfin, des choses complètement délirantes. Restons un petit peu sérieux. Non, moi j'essaie d'envisager des trucs qui puissent arriver par le développement de tel ou tel, ou alors par l'avènement d'un coureur ou d'un autre. Et dans cette optique-là, cette partie, alors qu'on est sur Homeloop, vous allez voir qu'il va être un très grand cru. Très très grand cru de Homeloop sur cette partie-là. Et pour une raison très précise que j'ai découverte, c'est bien évidemment le prestige qu'on peut accorder dans Fast PCM Editor aux épreuves. Voilà. Si vous montez le prestige de Homeloop, j'ai mis du temps à trouver, mais j'ai enfin trouvé. Si vous montez le prestige de Homeloop, Garcia Cortina n'est pas très bien hein, sur ce Homeloop, on l'aura bien compris. Et bien à ce moment-là, vous avez une course à laquelle participent les tout meilleurs Flandriens, ce qui n'est sinon pas le cas par défaut, et qui est, il faut l'avouer, vraiment regrettable. Est-ce que c'est le fait d'avoir utilisé un profil ancien qui va être déterminant pour avoir une très belle fin de course, ou est-ce que c'est tout simplement ce prestige que j'ai augmenté dans l'éditeur? En tout cas, c'était une tentative. Au niveau du suspense de course, l'objectif il est atteint. Regardez, il y a un groupe assez magnifique qui est déjà devant. J'aime bien parce que ça ressemble à des choses qu'on peut connaître. Départ de Stuyven à 5 km de l'arrivée, avec Van Der Poel notamment et d'autres qui tardent à réagir, et Stuyven qui conclut. Et ça, je trouve que ça c'est du cyclisme. Voilà, ça c'est des choses qu'on a envie de voir, et c'est d'ailleurs aussi sympa d'avoir le clin d'œil de la victoire de Jesper Stuyven sur Homeloop, puisqu'on y a assisté il y a quelques jours. Donc Garcia Cortina démarre sa carrière là
dans ce défi de façon un petit peu anonyme. C'est pas bien grave. Mais voilà, il n'y avait pas une bonne forme. C'était pas non plus l'objectif hein, d'aller performer sur Homeloop, puisque je suis sur une fenêtre de tir qui est assez réduite, vu que ses notes à lui sont assez moyennes, même si elles sont encourageantes. Et donc ma fenêtre de tir, c'est évidemment l'espace Tour des Flandres jusque l'Amstel Gold Race environ, puisque j'ai vraiment essayé de mettre au milieu de mon pic Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est l'objectif déclaré du coureur. C'est pas moi qui délire ou qui me suis inventé une vie. C'est tout simplement Ivan Garcia Cortina. Si on s'intéresse un petit peu, si on va lire des interviews, si on fouille quelque peu sur le net, on s'aperçoit que ce coureur rêve de gagner Paris-Roubaix. Bien évidemment que s'il gagne ne serait-ce qu'un GPE3 ou même il a une bonne pointe de vitesse, il pourrait sur un petit groupe régler Gant-Wevel Game un jour, on ne sait jamais. Voire on peut rêver sur un Tour des Flandres, etc. Pas mal de choses lui sont ouvertes à ce type de coureur, mais n'empêche que dans un premier temps, voilà, le rêve déclaré c'est Paris-Roubaix, c'est donc là que j'ai ciblé le pic pour entourer Paris-Roubaix. On est sur l'Estrade Bianche, donc bah oui, c'est triste, hein. C'est triste de ne pas avoir droit à cette course-là cette année. C'est extrêmement triste. C'est une course que j'adore. Peut-être une des 5 plus agréables à regarder. Et on n'aura pas droit. C'est comme ça. Il y a d'autres enjeux. Alors, Mohoric est chargé de bosser Ivan Garcia Cortina également pour le leader Dylan Teuns. Parce que, évidemment, sur l'Estrade Bianche, moi je pense davantage à Dylan Teuns. On pourrait penser à Garcia Cortina, en fait, mais s'il avait une meilleure forme du jour. Voilà. C'est le seul bémol, c'est qu'il n'a pas une très bonne forme. Teuns paraît en mesure, par contre, de tirer son épingle du jeu. Il y a Michał Kwiatkowski, il y a quelques opposants hein, qui pourraient contester. On pourrait aussi penser à Charman. Et je vais accélérer, en fait, à un endroit, là, voilà, sortie de rond-point. Je vais accélérer ici, exactement, avec Garcia Cortina. Teuns, calé dans la roue, on va, vous l'avez compris, mettre sur orbite Dylan Teuns pour... mais en fait, je pensais pas. Vous savez quoi? Quand j'ai accéléré, je pensais tout simplement dynamiter un petit peu le groupe de tête, hein, tout simplement. Et en fait, ce qui s'est avéré, c'est que ça a créé la possibilité, avant que ça revienne voilà, sur Garcia Cortina, pour Dylan Teuns de s'envoler. Et on sait que quand on possède cette avance-là sur un profil de coureur comme Dylan Teuns sur les Strade Bianche, sur ce profil-là, en général, on va au bout. Voilà, en général, hein, parce qu'on peut aussi se faire reprendre. Là, il y a exactement la barre qu'il faut pour aller au bout, un effort curseur à 99. Derrière, évidemment, ils vont faire tout leur possible, mais voilà, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Victoire de prestige pour Dylan Teuns. Dylan Teuns, c'est un excellent coureur. Allez regarder son palmarès. Et s'il est passé sous les radars de certains, vous verrez que Dylan Teuns, il ne vole pas ses notes sur Pro Cycling Manager sous World DB20. Il ne les vole pas. Il est tout à fait polyvalent dans l'excellence et est capable comme ça de s'attaquer à pas mal de types de courses. Donc je trouve que pour le coup il notait assez convenablement et c'est une jolie victoire. Je vous parlais d'ouverture sur d'autres types de défis. Il est évident qu'avec Dylan Teuns, on a un profil à la Charman, on a un profil à la Wellens, on a un profil de puncher, capable de rouler sur les pavés, mais également pas ridicule sur les grands tours. On atteste la victoire de Dylan Teuns au sommet de la planche des belles filles. Vous allez me dire, ouais, ils étaient échappés avec Ciccone, c'est pas pareil. C'est vrai, n'empêche qu'il faut aller la chercher, parce qu'il y avait quand même retour des favoris qui n'étaient pas non plus ridicules. Bref, Dylan Teuns, il a des capacités super intéressantes. Et un défi tout naturel qu'on pourrait penser pour Dylan Teuns, c'est évidemment un défi ardennaise. Donc je pense que c'est ce que je m'attacherai à vous proposer dans quelques temps. C'est-à-dire un petit enchaînement Amstel-Flèche-Liège avec un objectif pour Dylan Teuns. Dessus, on est sur Milan-San Remo, évidemment.
sur lequel j'ai accepté un profil un tout petit peu différent, vous avez vu, mais ça n'impacte absolument pas la course, en réalité. Et on demande à nos équipiers de faire le forcing, pour vraiment muscler un petit peu tout ça dans le Poggio. On a l'habitude, vous avez vu, c'est Hausler, c'est Mohoric, d'accord, c'est pas non plus... c'est une équipe qui est assez modeste en fait. Dylan Teuns n'est pas dans la forme de sa vie. Toutefois, c'est encore gérable. Et regardez, on va demander à Teuns d'augmenter sa barre d'effort au sommet du Poggio. Regardez, et à cabine téléphonique, je vais faire quelque chose, je vais créer une cassure. C'est Sonny Colbrelli qui, évidemment, crée la cassure. Et il va ensuite se rabattre dans la roue de Sam Bennett. Charge à Bennett de poursuivre si ça l'intéresse. Sinon c'est bye bye. Bye bye, on se revoit à l'arrivée pour Ivan Garcia Cortina. Alors, c'est sympathique. On est toujours content de gagner. Puisque regardez, l'effort à 99 va semble-t-il nous assurer la victoire. Une victoire exceptionnelle en soi pour Garcia Cortina, si on la présente comme ça, ouais, Garcia Cortina, Milan-San Remo, genre victoire de malade mental. Et en fait, pas du tout. Je sais pas, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je l'interprète. Je commence alors, je suis content de l'avoir prise. Je vais être précis, je vais être content de l'avoir prise. Je trouve que si je ne l'avais pas prise, ça aurait été un petit peu gâché. Mais quelque part, ça commence un tout petit peu à me décevoir de m'imposer légèrement trop facilement sur Milano-San Remo, parce que j'aimerais que les punchers soient plus en capacité au sommet du Poggio de contester. Je trouve que pour Pro Cycling Manager 2018, on avait Sagan, Kwiatkowski, Alaphilippe, qui étaient beaucoup plus présents dans ce tout petit moment clé de la course, et qui faisait que la victoire en puncher, j'en avais fait une vidéo il y a fort longtemps, la victoire en puncher était beaucoup plus délicate sur PCM 18, et je la trouve presque trop facile sur PCM 19, donc je l'ai prise, c'est sympa, mais je vais même pas la compter. Dans les bilans qu'on pourra tirer des performances, du développement de Garcia Cortina. Voilà, il l'a prise, c'est très bien. On va surtout se focaliser sur ce qui suit, c'est-à-dire les Flandriennes. J'ai essayé, aux 3 jours de Bruges-La Panne, j'ai essayé d'échapper Mohoric, parce qu'en fait, Mohoric, c'est un électron libre. C'est quelqu'un à qui j'ai envie de donner tout le temps le droit de s'échapper. Et d'ailleurs, là aussi, je tente un petit départ à Garcia Cortina. L'idée, c'est d'essayer d'éviter le sprint. Voilà. 3 jours de Bruges-La Panne, on sait que dans le jeu, il est bien délicat d'échapper à un sprint qui tombe en plus, en général, dans l'escarcelle d'un sprinter spécialiste. Pourquoi pas, je n'ai rien contre eux, bien évidemment. Il y a de moins en moins, en plus, de spots dans le calendrier pour les sprinters spécialistes, donc l'objectif, c'est pas de parler contre eux, mais plutôt de se dire, parfois, comment échapper à une certaine logique du jeu, hein. C'est plus ça, c'est plus le côté défi, échapper à la logique voulue par le jeu qui m'intéresse. Et en fait, très jolie victoire de Nasser Bouhanni au sprint devant Sonny Colbrelli. Le plateau n'était pas dingue, c'est dommage. On va peut-être redonner un petit peu de prestige là aussi à cette épreuve, un petit peu à l'instar de ce que j'avais fait sur Home Loop. Et là, grand moment. Vous allez voir un GPE 3 digne de ce nom. D'ailleurs, dans la foulée, il y aura un Go Wevel Game que je trouve très très beau, et un Tour des Flandres également. Donc on est sur des courses, là pour le coup, qui ne sont absolument pas décevantes. Donc je vais jouer pour Colbrelli, hein, bien évidemment, parce que Garcia Cortina, je cible des choses très précises, je vous l'ai dit juste avant. Je cible vraiment Roubaix. Allez, à la limite, Tour des Flandres, s'il y a une opportunité, on la jouera pour une place. Hein, mais a priori, sur le GPE 3 et sur Gant-Wevel Game, je joue plutôt pour Colbrelli. Dylan Teuns, il est là, mais il n'est pas sous pic. Tout ça est voulu, puisque je vous ai parlé de mes Ardennaises plus tard. Je profite du début de cette course. Vous avez vu, il y a une jolie échappée. Voilà, c'est ça
Déjà ça, je trouve ça très plaisant. Vous avez une jolie échappée, il y a Edward Tuns par exemple, aux avant-postes. On avait vu aussi Valverde qui faisait partie de l'échappée, et je vais avoir envie, moi aussi, d'en faire partie. Je me dis, s'il y a de beaux coureurs comme ça à l'avant, peut-être que Mohoric peut avoir le droit d'y aller. Donc, on va essayer de gérer la remontée vers l'échappée. Alors, c'est pas évident, mais Mohoric, c'est un coureur très intéressant. Vous avez vu, il a que du vert partout. Il a que du vert. Alors, évidemment, c'est un descendeur hors pair. Hein. Descendeur hors catégorie, hein, Matej Mohoric. Mais c'est pas vraiment sur ce type de contexte qu'on va profiter des capacités de descendeur. Alors que vous avez vu, Wout van Aert notamment avait chuté précédemment. On va pas profiter des capacités de descendeur de Mohoric sur le GPE3. Simplement jouer comme ça la possibilité d'une échappée qui va au bout parce qu'elle est notamment animée par de très très bons coureurs type Valverde. Valverde, j'aime bien. 75 en pavé, 79 en vallon, logique. 79 en montagne, on s'en fout ici, mais voilà. De belles notes en endurance et en résistance. C'est respectable. Ça peut aller chercher des choses intéressantes à ces notes-là, Valverde. Hein. Donc, pas mal du tout. On voit que, tiens, la capacité de faufilement et de frottement, la capacité à frotter de Dylan Teuns a trouvé ses limites dans ce secteur pavé descendant. Et ce qui est amusant, c'est que quand je vous avais proposé avec Alaphilippe quelques courses avant le Tour des Flandres, récemment dans mon défi numéro 1, Alaphilippe avait aussi connu une difficulté énorme au même endroit que Teuns pour se faufiler, au même endroit ou à peu de choses près sur une config, en tout cas de pavé descendant, pavé plat descendant, assez identique. Donc intéressant de voir que Teuns aura calé à un endroit similaire et en même temps il a un profil similaire lui aussi à Alaphilippe. Donc est-ce qu'il y aurait une petite logique derrière tout ça ou est-ce que c'est juste un hasard de course? Toujours est-il que dans le vieux Quarmont, qui est un petit peu loin de l'arrivée, hein, mais tout de même, dans le vieux Quarmont, on effectue le jump. Mohoric avait été lâché de l'échappée qui était peut-être un petit peu trop forte pour le Mohoric de ce jour-là, c'est-à-dire en forme du jour négatif tout de même. Et du coup, je fais travailler Ivan Garcia Cortina pour Sonny Colbrelli dans l'espoir de mettre sur orbite le sprinter italien. Sprinter, un petit peu puncher, bon, on peut quand même plutôt le qualifier de sprinter, hein, tout de même. Coureur de classique, on va dire. Coureur de classique qui va vite au sprint. Polit, Stuyven, Bettiol, Van Der Poel, Greg Van Avermaet, Oliver Nassen, Wout van Aert, notamment Niki Terpstra. Il y a comme ça donc une jolie adversité sur cette toute fin de GPE3. On va voir comment est-ce que la course se règle. Il y a encore une petite avance pour l'échappée, petite qui peut grandir si on ne roule pas. C'est pour ça que je me mets à rouler avec Garcia Cortina. On va pas créer de cassure, hein, voilà, ça va revenir tout de suite après. Allez, c'est peut-être le moment, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, peut-être le moment de durcir un petit peu les choses. Vous voyez qu'il y a des gens qui se sont fait piéger, notamment Tige Benoît, GVA, Polit, pour ne citer que. On va essayer ici de revenir parce qu'à l'avant il y a quelques coureurs très forts. On pourra notamment citer Bossenhagen, Valverde, voilà, qui sont bien présents. Et je sens que si j'avais pas trop roulé, ça aurait pu aller au bout pour ces hommes-là. Stuyven est en embuscade. Attention à Alberto Bettiol. Et c'est le moment que on va choisir. Regardez, hop là, Jasper Stuyven pour contre-attaquer. Ah là là, le coquin. Il essaie de nous refaire le coup de l'homme loop avec une attaque dans les derniers kilomètres pour essayer d'aller s'imposer. Je ne vois pas d'autre possibilité à ce stade-là que essayer de tout donner avec Garcia Cortina. Sinon, c'est mort. On ne reviendra jamais sur Stuyven. Regardez, voilà, pas du tout la bannière des vins, pas du tout. Au contraire, on est dans les tout derniers kilomètres. Garcia Cortina qui va devoir à un moment donné, voilà, y aller très très fort. Et je me dis, il lui reste plus grand chose. Le pauvre, il est plus capable d'aider Colbrelli, qui du coup, Colbrelli a tout intérêt à tenter plutôt sa chance en solitaire, peut-être via une contre-attaque. Regardez, TGV, mode TGV pour Sonny Colbrelli qui non seulement a repris Stuyven mais l'a dépassé. On arrive
sous la flamme rouge. Il y a quelques secondes d'avance pour Colbrelli. J'ai l'impression que tout le monde est cramé. Tout le monde est cramé. Plus personne n'a la force de sprinter. En tout cas, comme on peut le voir parfois, c'est une victoire de Sonny Colbrelli sur le GP de l'E3. Honnêtement, je la place direct top 3 de mes victoires sur le GP de l'E3. Pour moi, elle est top 3 direct parce que le scénario de course était intéressant. Vous remarquerez que l'échappée est presque allée au bout. Et il aura vraiment fallu aller chercher l'échappée tout en éliminant des favoris. Ce qui rend le truc encore plus jouissif quelque part. Parce que les Wout van Aert, Sagan, machin, nana, GVA, ils sont tous derrière. Ils n'ont pas réussi à prendre le bon train. Bref, course de mouvement assez intéressante. Échappée qui va presque au bout. Et contre-attaque finale de Colbrelli. Bon, ok. On va maintenant voir GameWavelgame déjà démarrer. Alors évidemment, GameWavelgame, pour qui est-ce qu'on joue? Garcia Cortina, il va vite. Il va vite. Mais Sonny Colbrelli va plus vite. Il faut être logique. Mohoric a le droit de tenter des choses. Mais dans le Kemmelberg aussi, il y avait le Banneberg avant, etc. Il y avait quelques monts pavés habituels de GameWavelgame, mais c'est délicat. C'est délicat. Tout ce que je peux éventuellement, c'est secouer la course via quelques accélérations comme ça. Mais on est tellement loin de l'arrivée. On connaît la problématique de GameWavelgame. C'est très difficile à faire sauter. Très très difficile de faire exploser la course. Alors, je me dis, tiens, pourquoi pas envoyer Dylan Teuns qui n'a pas grand chose à perdre. Hein. Pas grand chose à perdre. Comme ça, je garde mes spécialistes avec les favoris. Et Dylan Teuns peut au moins obliger une chose. C'est à ce que les équipiers de l'IA se consomment. Voilà. C'est le seul truc. Et des fois, je pense qu'il est plus efficace dans Pro Cycling Manager, en tout cas dans sa version 2019, puisque pour le coup, là, sur le gameplay, il y a des petites différences qu'on peut voir tout de même sur certains types de courses. Elles sont légères, mais elles existent avec PCM 18. Et quand vous voulez fatiguer les équipiers, est-ce qu'il faut mener grand train dans le peloton? Bof. Sur du plat, ça fait pas grand chose. Ça fait pas grand chose. Par contre, Marco Haller là qui est parti. Marco Haller, c'est un excellent équipier. Excellent coéquipier, pardon. Par contre, si on échappe quelqu'un que l'IA ne veut pas voir partir, et que ce quelqu'un trouve par exemple l'appui d'une échappée, ou voilà, là on est sur des configs qui peuvent permettre de crever les équipiers et ensuite après se régler entre leaders. Vous voyez qu'on est sur un resserrement après quelques tentatives. Je montrais Van Der Poel notamment qui était parti d'une mini échappée en ce final. Voilà, il faut surveiller, il faut prendre des roues. J'aime bien avoir comme ça plusieurs coureurs dans le final de GameWavelgame, puisque ça me permet de prendre, il y a pas mal de vent, permet de prendre 3 roues. Je choisis 3 roues en l'occurrence là, et advienne que pourra, on verra lequel a tiré le gros lot. Alors Teuns par exemple, voilà, il a une roue, celle de Van Der Poel. Garcia Cortina, je l'ai aussi mis dans la roue, là je crois que je vais le recaser après sur Wout van Aert ou quelque chose du style. Et Peter Sagan pour Sonny Colbrelli, et je tente un va-tout avec Garcia Cortina, on sait jamais, dans les derniers kilomètres, pour rejoindre Nils Politt, ça pourrait éventuellement être pertinent, et terminer à 2 et on règle Politt au sprint, ça pourrait en tout cas être une option, mais malheureusement Politt ne va pas vouloir collaborer, c'est très bien ainsi, ça fait partie. Teuns toujours dans la roue de MVDP, Garcia Cortina, mais que voit-on? Alors je tente un coup. Là encore avec Teuns, on est dans un final nerveux, mais c'est exactement la config de course que je veux. Et Colbrelli va tirer les marrons du feu en plaçant cette petite attaque à 1,2-1,3 km de l'arrivée, attaque sur laquelle les tout meilleurs auront mis un tout petit peu trop de temps à réagir, ce qui fait que Colbrelli réalise un doublé improbable, un doublé phénoménal. GPE 3, GameWavelgame. Pour moi, ce GameWavelgame est là encore une plutôt jolie victoire. Il est allègrement top. Allez, je vais essayer de pas trop exagérer les choses. Pour moi, il est bien top 7-8, top 5, 6, 7, 8 de mes victoires sur GameWavelgame. Je la trouve sympa. Je la trouve sympa, celle-là, dans la foulée. La foulée, Dwars, Dorvlanderen, c'est donc le À travers la Flandre qui a lieu le mercredi
situé juste avant le Tour des Flandres. On y va avec notre équipe, hein, mais avec l'idée cette fois-ci, vu que le plateau est un peu moins relevé et que je ne veux pas puiser trop dans les réserves de Garcia Cortina, l'idée c'est d'essayer de voir s'il n'y aurait pas un petit truc à faire pour Mohoric. Voilà, Mohoric qui, je vous l'avais dit un petit peu au départ de la vidéo, Mohoric j'aime bien récompenser les équipiers, je trouve que, en plus c'est un sacré équipier Mohoric, hein. J'aime bien essayer voilà comme ça de donner un petit peu des choses à chacun, et j'estime que Mohoric est vraiment dans ces 4 coureurs majeurs, hein, finalement que j'utilise, hein, sur toutes ces courses que je vous présente dans cet épisode numéro 1 du défi numéro 2, c'est compliqué, concernant Garcia Cortina et son hypothétique Paris-Roubaix un jour. Mohoric mérite en tout cas voilà de tenter sa chance comme ça, et on va voir un peu ce qui se passe. Si je peux ne pas fatiguer Garcia Cortina, Colbrelli et Teuns, c'est encore mieux à 4 jours du Tour des Flandres, et Mohoric va essayer de terminer tout seul. Il y a une jolie avance qui s'est construite parce que derrière ça peine à s'entendre. On aperçoit Zelik, on aperçoit Pösselberger, on aperçoit comme ça des coureurs qui ont mis du temps à réagir ou n'avaient plus exactement la barre pour réagir, à voir. Toutefois, le plateau un petit peu plus restreint du DDV de à travers la Flandre aura fait que Mohoric va pouvoir gérer son avance relativement tranquillement jusqu'à la ligne d'arrivée, et c'est une jolie récompense pour le Slovène, voilà, que d'aller prendre Dwars de Vlaanderen avec, bon après c'est totalement anecdotique parce que j'ai calé dans les roues, je crois presque plus terminé en roue libre avec Colbrelli et Garcia Cortina. Bref, on ne compte pas la 3 et la 6ème place en question. Ce qui compte c'est la victoire de Mohoric au moment d'aborder un des principaux objectifs de Garcia Cortina. Derrière Paris-Roubaix, l'objectif principal en carrière, ça ne peut être que le Tour des Flandres, vu les objectifs et les ambitions du garçon. Il se trouve que la préparation a fonctionné de sorte que le pic a été atteint au bon moment, c'est-à-dire un petit peu avant le Tour des Flandres, et la forme du jour s'avère très bonne. Premier passage à 140 km environ de l'arrivée au vieux Quarmont, on s'est juste attaché à rester à l'avant sans la moindre intensité. La preuve, on a encore Hodewagen qui est aux avant-postes, ça veut tout dire. Dès lors, attention, qui s'avérera être le plus fort, centaines de kilomètres de l'arrivée, c'est le passage dans le mur. Le mur, attention, on a eu la crevaison de Colbrelli qui du coup me donne des regrets à avoir durci pour essayer de restreindre un groupe à l'avant. C'est délicat parce que vous voyez Sonny Colbrelli qui est un petit peu lâché, donc je suis embêté. Heureusement il y a Hausler qui l'a attendu. Tant pis, je veux fatiguer les équipiers. Colbrelli n'est pas ma première option sur ce Tour des Flandres, et s'il doit revenir, de toute façon, il sera ramené par des équipiers qui vont travailler. Donc je préfère encore fatiguer à l'avant et obliger à certains de se fatiguer à l'arrière, sachant que à l'arrivée, voilà, Colbrelli, il va rentrer, parce que j'y suis pas non plus allé comme un fou devant. Et d'autres équipes ont roulé. Tiens, attaque de Stefan Kung, qui est en soi pas une mauvaise idée. Stefan Kung, quand il attaque comme ça à une grosse cinquantaine de bornes de l'arrivée, on peut pas le regarder en se disant qu'est-ce que tu fais, hein. Depuis le dernier championnat du monde, on a du respect un petit peu plus encore pour Kung. Non, je crois il faut gérer. Colbrelli est bloqué. Colbrelli s'est fait bloquer. Mohoric est un petit peu en difficulté. Vous voyez, devant c'est parti, hein. Devant c'est parti. Garcia Cortina a quelques encablures de retard sur quelques coureurs, mais heureusement il y a toujours le Paterberg. Allez, pour rentrer ici, voilà, on va essayer de rentrer dans le Paterberg, ou au pire du pire dans le replat qui suivra. Il y a quelques très bons coureurs qui sont un petit peu devant, mais je pense qu'on a basculé dans le bon groupe. On a basculé dans le bon groupe, Mohoric y compris. Voilà, pour d'autres, l'histoire, elle est terminée, on a compris, voilà. Donc Colbrelli va se battre, mais ce sera bien insuffisant. Comme quoi,
certaines cassures, mine de rien, elles font quand même du mal, elles font du mal. Et la cassure du vieux Quarmont précédente avait quand même été assez rédhibitoire pour Colbrelli. C'est pas grave, il reste encore à l'heure un petit peu, et surtout Mohoric pour soutenir Garcia Cortina, que je choisis de ne pas trop consommer à ce stade-là, même s'il y a un retard qui pourrait nous exciter. Mais non, 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 on ne s'énerve pas, on ne s'énerve pas. On joue les choses tranquillement, il va y avoir une petite descente juste après, voilà, à l'issue de laquelle on a recollé grâce aux qualités de Mohoric, et une extraordinaire équipier, hein. Mohoric qui a vraiment rien à redire. Allez, c'est l'occasion, voilà, ici, de reprendre le contact avec les tout meilleurs. En plus, ici, on est sur un secteur parfait, sur lequel personne n'accélère, ça c'est assez traditionnel. Personne ne cherche à faire l'effort dans les favoris à cet endroit-là, alors qu'on pourrait l'imaginer pour... par exemple, nous, ça nous aurait fait mal que l'IA appuie particulièrement. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, il reste quasiment plus que des leaders à l'avant. Et ces leaders, vous avez vu, il y a quelques gros leaders aussi qui sont derrière, un petit peu lâchés. Ces gros leaders à l'avant ont semblé ne pas souhaiter réellement rouler. Je vais me positionner dans le Kreuzberg aux avant-postes, puisqu'on sait que l'enchaînement final Kreuzberg, Vieux Quarmont ainsi que Paterberg est juste décisif. Donc positionnement dans le Kreuzberg, ça peut attaquer à tout moment, c'est ce qui va se produire avec Stuyven, dans la roue duquel Lampart et Greg Van Avermaet ont pris. Il faut résister ici, il y a un effort à faire, en essayant de ne pas en faire trop, toujours pareil, toujours la mesure, c'est pas évident. C'est pas évident de trouver la bonne mesure, donc effort curseur protégé, j'ai de la chance d'avoir encore Mohoric aux côtés de Garcia Cortina. Voilà, pour Marco Haller, c'est terminé. On se concentrera sur Paris-Roubaix. Et pour d'autres également, tout le monde rentrera au bercail avec un petit effort tranquillou pour finir la course. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est, voilà, Money Time, c'est ici, Garcia Cortina aborde presque en tête le troisième passage au vieux Quarmont. Attention, ça remonte sur la gauche. Ça remonte sur la gauche avec Philippe Gilbert. Philippe Gilbert et son joli maillot Lotto Soudal 2020. Attention, hein, ça envoie du rythme là, à ce stade-là. Et de voir Garcia Cortina garder le contact avec les tout meilleurs. Il y a Van Avermaet, il y a Wout van Aert, il y a Mathieu Van Der Poel, Nils Politt, on aperçoit Alexander Christophe juste derrière, Peter Sagan, Alberto Bettiol. Waouh, c'est déjà énorme d'être dans ce groupe-là. C'est juste énorme. Il n'y a plus qu'à coller à tout ce monde et aller chercher un top 10. Voilà, top 10, il est assuré si on reste avec ces gars-là. Et top 10, ce serait déjà un formidable résultat pour ce Tour des Flandres. Mais voilà, le garçon a de l'appétit. Tentative d'attaque de Cortina sur la fin du Paterberg. Après, je me rabats très très rapidement dans la roue de GVA. Mathieu Van Der Poel nous a suivis, ainsi que Wout van Aert. 5 hommes en tête. Philippe Gilbert également complète ce petit groupe. Derrière, on a subi une petite cassure. Intéressant. Christophe, Bettiol, Sagan vont-ils rentrer? Toujours est-il que Garcia Cortina s'accroche comme un fou aux roues des uns et des autres. Alors c'était Van Avermaet dans un premier temps. Et là, je choisis la roue de Wout van Aert. À ce moment-là, attention, c'est rentré derrière. Attention à Alexander Christophe sur le final du Tour des Flandres. Il faut faire toujours attention à lui. Heureusement, il ne semble plus en capacité de suivre, ainsi que Sagan, Politt non plus. Stuyven aussi a été lâché. C'est GVA qui subit maintenant. C'est GVA qui subit. Aïe, 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 aïe. Quelle fin de course. Alors que Bettiol, par contre, semble très très en forme, puisqu'il est capable de suivre l'accélération de Philippe Gilbert. Philippe Gilbert qui va s'envoler vers un deuxième Tour des Flandres. On est sous le panneau des 5 km. 5 km. Il reste de la barre pour Ivan Garcia Cortina. Il reste de la barre. Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel ne ménagent pas leurs efforts pour essayer de rentrer. Et évidemment, contre-attaque de Ivan Garcia Cortina qui, c'est totalement dingue, va tenter d'aller chercher ce Tour des Flandres avec Philippe Gilbert qui essaie de le poursuivre. On est à la flamme rouge. Il y a plus d'une dizaine de secondes. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelqu'un va revenir à toute blinde? Non. Personne ne va revenir. Et ça va être
une victoire d'anthologie pour Garcia Cortina sur le Tour des Flandres. Victoire d'anthologie que je n'hésiterai pas à classer avec celle de Tish Benoît récemment avec Sunweb comme ma plus belle sur le Tour des Flandres, tout simplement. Et Dieu sait si des échecs il y en a eu. Et celle-là, pour moi, c'est la plus belle. Avec quand même, je vous dis Tish Benoît sur World DB20, c'était costaud également. Mais voilà, les deux plus jolies, elles sont là, totalement insoupçonnées. Faut reprendre son souffle. On a 35 minutes de sprint sur cet épisode. Sprint vocal en tout cas en ce qui me concerne, je perds ma voix. Je vous donne rendez-vous pour une phase 2 dans quelques temps. Et évidemment, avec sous-jacent un défi possible pour Dylan Teuns sur les Ardennaises, à condition bah voilà, je lirai vos commentaires, vous me direz si ça vous paraît rigolo ou pas. Mais j'ai plus intéressant. J'ai aussi un autre truc, parce que j'ai préparé Mikel Landa pour éventuellement aller nous chercher un Giro. Donc si ça vous branche, vous me dites quel Giro vous aimeriez voir pour Mikel Landa. On pourrait éventuellement rejouer le passé, hein, ça pourrait être une option. Mais on peut aussi imaginer autre chose. Qui dit Bahreïn, McLaren, dit Cavendish. Mais là, moi, j'y crois pas. Je crois pas qu'il puisse passer de 30 à 34 victoires sur un seul tour, surtout qu'il va prendre sa retraite. Alors, si je joue le Tour de France, je sais que je n'arriverai pas à remplir le défi. Mais bon, on peut s'en amuser en tout cas. 4 victoires pour égaliser, 5 victoires pour passer devant. Non, c'est n'importe quoi. On n'y arrivera jamais avec ces notes-là. Le mec, en plus, c'est eu un virus toute l'année. Il est complètement aux abois, le pauvre. Sinon, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien que je ressorte un petit épisode Ferrari ou un petit épisode Lotto Soudal. Plusieurs fois, ça m'est apparu récemment dans les commentaires. Donc, je veux bien l'avis des habitués de la chaîne et de vous qui regardez ces vidéos de cyclisme de PCM à ce sujet-là, hein, vous n'hésitez pas à vous exprimer. Je suis toujours content de lire les choses. Enfin, sauf quand on me parle de je sais plus qui à Roubaix, Warren Barguil à Roubaix. Enfin, bref, voilà. Donc, la suite, un de ces jours, ce sera la phase 2. On peut prendre plusieurs phases, hein, cette histoire-là. Hein. On sait pas, hein, j'arrête dès que je gagne Roubaix avec Garcia Cortina. Ce qui veut dire que on sait pas si on arrête un jour. Non, je plaisante, mais ouais, à mon avis, c'est un truc qu'il faut attendre au moins en 3 phases. Parce que je pense pas gagner à Roubaix assez prochainement. Je pense plutôt à l'année qui suivra. Mais sait-on jamais. Voilà, Teuns, bientôt. Et puis, vous me parlez de Lambda, vous me direz ce que vous en pensez. Cavendish, bon, on pense tous la même chose. Bref, à plus, bye bye. Et puis, voilà, on n'aura pas l'Estrade Bianchi samedi après-midi. En tout cas, à l'heure où je parle. Et honnêtement, c'est une pure tristesse. Bye bye.